Alors, la leçon d'aujourd'hui va porter sur les campagnes au Moyen-Âge classique, donc la période qui va du XIe au XIIIe siècle. On a vu que pendant les 5 siècles qui précèdent, la vie dans les campagnes est relativement, je dirais, n'évolue pas tellement. On est dans une phase de relative stagnation, je dis bien relative. Il y a bien sûr de l'activité rurale, il y a bien sûr quelques marchés locaux, indubitablement. Je vous avais expliqué également qu'il y avait même des ports très très peu nombreux. Souvenez-vous de Quintovic et de Haïtabou. Je vous avais dit qu'il y avait des villes, mais les villes, elles se situent essentiellement dans le sud de la Gaule, et ce sont des petites villes, et ça n'a plus rien à voir avec la vie urbaine qui existait donc dans l'Empire romain. Voilà, c'est ce que nous avions vu précédemment. Et donc nous allons aborder maintenant une période qui est une période marquée par une expansion incroyable. Incroyable. On sent les premiers frémissements de cette expansion au Xe siècle. On a quelques signes, mais les sources sont très très peu nombreuses. Je vous ai dit, on est à une époque où domine l'oralité, où il y a très très peu d'écrits, mais même à partir du peu d'écrits dont on dispose, manifestement, l'activité n'est pas très très importante. Mais alors, dans la deuxième moitié du Xe siècle, on voit que, ce que Georges Duby a appelé un léger frémissement, et ce frémissement va effectivement donner lieu à une expansion qui va durer 2 siècles et demi, presque 3 siècles, donc du XIe au XIIIe siècle. Et une expansion tout à fait remarquable, avec des taux de croissance très importants, en tout cas pour cette époque-là. Bien entendu, on est au Moyen-Âge, on n'est pas à la fin du XXe siècle. Alors, quelles sont les sources qui nous permettent de déterminer l'importance de cette croissance? Alors, parmi ces sources, on voit tout d'abord, il y a tout d'abord des sources archéologiques. On voit des traces dès le XIe siècle d'implantation de hameaux qui se détachent des villages initiaux. Donc si on commence à éclaircir la forêt, à éclaircir les bois, d'où vient le terme clairière, ça signifie effectivement qu'il y a une population qui est en train de croître, ou en tout cas une population qui cherche les terres, ça incontestablement. Voilà. Le gros problème est de déterminer ce qui est la cause et ce qui est la conséquence, comme souvent en histoire, dans les domaines démographiques. Est-ce que c'est l'augmentation de la population? Alors il faudrait savoir pourquoi la population augmente, c'est l'œuf et la poule, bien entendu. Est-ce que c'est parce que la population augmente que l'on va chercher des terres nouvelles? Ou au contraire, est-ce que c'est cet esprit d'initiative, d'entreprise, même si le terme est un petit peu anachronique, qui fait qu'à un moment donné, puisqu'on a plus de ressources, on peut avoir plus d'enfants. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours facile de déterminer les liens entre la croissance de la population et la croissance de l'économie. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il y a donc des hameaux qui apparaissent, il y a également, et ça c'est nouveau l'archéologie qui nous informe, on crée également des petites chapelles dans les campagnes. Alors s'il y a des chapelles, ça signifie qu'il y a à proximité l'une ou l'autre maison, en bois bien entendu, à cette époque-là, c'est pas de la pierre, certainement pas de la brique, bien entendu, et que s'il y a ces chapelles, ce n'est pas vraisemblablement dû à une dévotion plus importante de la population qui apparaîtrait tout à coup dans certains petits hameaux, c'est tout simplement dû que, à partir du moment où les gens s'éloignent du cœur du village initial, eh bien, ils restent attachés évidemment à leur croyance, ou plutôt c'est le clergé qui essaye de maintenir la population dans cet état d'esprit qui est celui du christianisme, et donc ça nous révèle également donc, une croissance à ce moment-là. Alors, on a également une deuxième source à côté de l'archéologie, c'est la toponymie. La toponymie, c'est donc la science qui étudie le nom des lieux. Ça va? Les noms des lieux dits, des villages. Or, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans les documents à partir du XIe siècle? On voit apparaître des villages
que l'on ne connaissait pas auparavant et qui ont comme radical, comme suffixe ou comme préfixe, ils ont les termes sar, ou rode, ou hout en néerlandais. Alors sar, ça veut dire que l'on a estarté des terres, ça veut dire qu'on les a défrichées. Exemple, Ransard, Charleroi, Rixensart, dans le Brabant wallon. Des sars, il y en a vraiment de très nombreux toponymes qui datent du XIe, XIIe, voire XIIIe siècle, en Belgique, en France. Le nombre de villes, par exemple Sarre-la-Buissière, de triste mémoire. Donc il y a beaucoup de lieux qui commencent ou se terminent par sar. Rhôde, également, qui appartient au même univers mental, pensez à Rhôde-Saint-Genèse, Rhôde-Sainte-Agathe. Hout, qui veut dire le bois, en néerlandais, il y a beaucoup de localités en Flandre qui se terminent par hout. Voilà. Alors, vous connaissez peut-être, il y a une commune à facilité qui est juste au sud de Bruxelles, par laquelle je traverse d'ailleurs pour venir tous les jours, enfin, quand je viens à Nivelles, et qui s'appelle Drogenbos. Ça veut dire le bois asséché. Droog, c'est sec en néerlandais, et bos, c'est le bois. Donc Drogenbos, ça veut dire que pendant cette période du Moyen-Âge, on a dû assécher, donc là c'est pas estarter, donc c'est pas établir une clairière pour pouvoir s'établir, on a asséché des marais, on est dans la région de la Seine, qui est donc la rivière qui passe par Bruxelles, et on a dû assécher cette région-là. Pourquoi? Parce qu'on avait un besoin d'établir une localité, surtout d'avoir des champs que l'on puisse cultiver, des prairies sur lesquelles le bétail puisse aller paître. Un droog, si vous ne connaissez pas le néerlandais, en anglais c'est dry. Le Canada Dry, par exemple, c'est la dry, ça veut dire donc sec. Voilà, donc il y a deuxième source, il y a la toponymie. Alors, à côté de ça, il y a tous les documents écrits sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard quand on étudiera donc les coutumes et quand on étudiera les chartes de franchise du XIIe et du XIIIe siècle. Alors, comment se manifeste maintenant et quels sont les moyens qui permettent aux paysans de cultiver davantage et de cultiver mieux? Alors, il y a tout d'abord un certain nombre de progrès dans l'outillage. Premier progrès, c'est la généralisation de la charrue qui va remplacer l'arère qui était utilisée dans l'Antiquité, dans le Haut Moyen-Âge. Alors la charrue, elle est inventée au XIIe siècle, ça va, 11e, 12e siècle. Avant, il n'y a pas d'attestation de charrue. Alors quelle est la grande différence entre l'arère et la charrue? Eh bien, c'est que l'arère, qu'on utilisait surtout dans les pays méditerranéens où la terre est différente, l'arère, c'est quelque chose qui est très simple, c'est un outil qui est très simple, qui ne fait en fait que égratigner la terre, et donc on va pouvoir semer, non pas une profondeur importante, mais à une surface très, très proche donc, de l'horizontale, et par conséquent, les oiseaux, par exemple, vont pouvoir reprendre les graines qui ont été semées. La terre qui va recouvrir les grains ne sera pas très épaisse, et donc ce n'est pas l'idéal pour avoir des cultures très productives. Je parle des oiseaux, mais enfin il y a aussi les petits rongeurs qui rôdent évidemment dans les champs. La charrue est un instrument beaucoup plus perfectionné. La charrue, et je vous en avais déjà montré, fait un petit dessin la semaine passée, la charrue est constituée d'une part d'un coutre. Alors le coutre, c'est le couteau qui va égratigner la terre et tracer le sillon, qui va faciliter le travail du socle, qui est juste derrière, et qui lui va s'enfoncer profondément dans les terres de nos régions, qui sont souvent argileuses, limoneuses, et qui nécessitent un travail beaucoup plus en profondeur que les terres que l'on trouve dans le sud de la France, en Méditerranée, en Italie, en Espagne, etc. Et donc il faut un socle qui va s'enfoncer profondément dans le sol et qui lui va retourner la terre. Alors pour que cette terre ne retourne pas dans le sillon quand on passera dans l'autre sens, il faut évidemment qu'il y ait des oreillettes, des versoirs, un versoir qui retourne la terre
et, enfin, pas qu'il retourne la terre, mais qu'il l'envoie de l'autre côté. Hein, parce que sinon, vous creusez, et quand vous allez passer dans l'autre sens, la terre va de nouveau remplir le sillon, ce qui n'est quand même pas l'idéal. Hein. Ça va? Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Alors, tout cela est mis sur un, comment dirais-je, un timon, ce qu'on appelle aussi l'âge, hein, et au-dessus, pour maintenir, enfin, pour guider le tout, donc vous avez le timon, vous avez le poutre, vous avez le soc, vous avez le versoir, et vous avez ce qu'on appelle le mancheron, un ou deux, pour pousser évidemment la charrue. Évidemment, comme c'est très très dur, il faut évidemment que devant toute cette charrue, il y ait si possible un avant-train avec deux roues, hein, qui puisse quand même orienter la charrue, et bien entendu, des bœufs, le plus souvent des chevaux, qui tirent cette charrue. Donc en fait, le paysan ne fait qu'enfoncer, parce que c'est évidemment des animaux tractants, hein, qui évidemment supportent la grande quantité de l'effort. Hein. Le paysan ne fait qu'enfoncer donc dans le sol. Je vais vous faire un petit schéma. Hein, donc moi je dessine très mal, mais au moins vous avez le schéma. Donc ici, vous avez le timon, ici, vous avez le ou les mancherons qui sont tenus donc par le paysan, que je présente ici de manière très très schématique. Oui, enfin voilà, vous avez compris que je dessine très mal. Hein. Ça va? Alors, oui, là j'ai fait un petit peu haut évidemment. Alors, ici, vous allez descendre vers le sol. Hein. Ici, vous avez le coutre, et donc ce couteau qui va tracer le sillon pour, comment dirais-je, pour faciliter le travail et donner la direction au soc qui se trouve derrière. Ça va. Et ici, derrière le soc, vous avez donc l'oreillette ou le versoir. Et alors, il y a un système plus perfectionné qui a été inventé au XIIIe siècle, c'est en fait que ce versoir soit réversible, c'est-à-dire quand on arrive au bout du sillon, pour éviter de revenir à vide, hein, et donc de marcher à l'endroit où vous venez de passer, en faisant rien du tout, eh bien, le versoir, on peut le retourner, donc il est amovible, il va tourner, et donc on va pouvoir travailler comme ceci. Donc je vous montre ceci ici. Si vous n'avez pas de versoir amovible, vous allez ici, vous partez dans cette direction-là, et vous revenez à vide ici. Et puis vous recommencez à zéro. Ça va? Tandis qu'avec un système réversible, vous partez par là, donc vous avez creusé votre sillon, et puis le versoir se retourne quand vous êtes au bout du champ, et vous pouvez repartir dans l'autre sens. Donc vous gagnez du temps, évidemment, hein, c'est beaucoup plus efficace quand ce versoir est amovible. Alors ici, vous pouvez avoir un avant-train, donc des roues ici, et bon, moi je dessine très mal, je vous ai déjà dit, hein, les roues couvrent évidemment faciliter les choses. Et alors ici, encore plus loin, hein, vous avez l'animal, le plus souvent un cheval, je vais dessiner sous une forme évidemment, il ne sera pas en proportion parce que j'ai plus de place au tableau, je n'ai pas le sens des proportions. Donc ici vous avez un cheval, la plupart du temps, et ce cheval, il y a un progrès technique nouveau également qui va apparaître, c'est qu'avant dans l'Antiquité, le cheval, hein, il était, comment dirais-je, on le maintenait, il tirait en fait l'arrière ou les chariots avec, comment dirais-je, une sangle soit près du cou, mais vraiment qui portait sur le poitrail. Et donc il y avait des problèmes de respiration, donc il y avait son effort qui était entravé. Tandis qu'on va inventer le collier d'épaule. Ça veut dire que dorénavant, hein, comment dirais-je, vous avez toute la force de traction qui part de derrière les épaules. Et donc, il n'y a plus la sangle qui est ici et qui fait que le cheval, eh ben, il est vite épuisé ou le bœuf est vite épuisé. Ou alors, à ce niveau-là, à partir du moment où c'est le collier d'épaule, eh bien, pour tirer, c'est évidemment plus facile. Si vous tirez à partir de vos épaules, vous n'avez pas votre respiration entravée. Ça va? Donc, c'est ce système qui est mis en place à partir du XIIe siècle. Donc, ces deux progrès, donc la charrue plus le collier d'épaule, vont permettre évidemment de creuser beaucoup plus profondément et à un rythme plus important. Ça va? Donc, ça va permettre d'augmenter la production.
À côté de cela, qu'est-ce que vous avez encore comme progrès nouveau? Vous avez également les moulins. Alors les moulins à eau, il en existe depuis l'Antiquité. Ça va? Il y a des moulins à eau depuis l'Antiquité. Mais ce qui est inventé au XIIe siècle, ce sont les moulins à vent. Donc ça, c'est nouveau. Les moulins à vent. Alors le principe du moulin, c'est qu'il peut servir en particulier, mais pas seulement, pour moudre le grain. Parce qu'un moulin, ça peut servir également pour le foulage, par exemple, des tissus également. Alors, le principe du moulin, c'est qu'il faut essayer par un système d'engrenage, de transformer donc un mouvement rotatif qui est vertical en un mouvement rotatif qui lui est horizontal pour que la meule puisse tourner, je dirais, à l'horizontale. Ça va? Donc vous avez un système, si vous prenez une roue à aube, donc si vous prenez, allez, mettons ici, disons que ce soit donc une ferme, ici vous avez une rivière, ça va? Vous avez la rivière qui va dans ce sens-là, qui part par là. Ici vous avez, alors je vais effacer donc l'eau ici, vous avez un moulin. Donc on va mettre, ici vous avez un essieu, ici vous avez, oui, ici elle est vue donc de face. Vous avez une roue à aube qui va tourner dans ce sens-là, donc si l'eau vient de là, ça va, elle va tourner grâce à la force motrice de l'eau. Alors, cette force motrice de l'eau va faire tourner un essieu, une barre, qui est ici, et ce mouvement doit être transformé grâce à un système d'engrenage. Donc, un engrenage, donc, ce sont des roues crénelées. Donc, ici, c'est des roues, voilà. Donc, il y a des créneaux, ça va. C'est ça très mal, mais vous avez compris le principe. Des créneaux. Voilà. Et donc, ces créneaux qui sont ici, qui vont faire tourner ici, donc ces trous qui est ici, à l'intérieur du moulin, ici avec tous les créneaux, et il faut que ces engrenages rentrent dans une roue qui, elle, est comme ceci, aussi avec des créneaux, pour agir sur la meule, qui est juste au-dessus, ça va, pour que le grain soit moulu entre, par exemple, deux pierres qui écrasent, ça va comme ceci le grain. D'accord? On peut aussi transformer ce mouvement rotatif en un mouvement alternatif. Alors dans ce cas-là, quand c'est alternatif, par exemple pour fouler la laine, il faut à ce moment-là transformer ce mouvement rotatif, ça va, en un mouvement alternatif, toujours avec un système de créneaux, je vais mettre ici comme ceci. Alors, en fait, chaque fois que vous aurez une barre qui passe entre un créneau, eh bien, à chaque fois, elle va se soulever puis se rabaisser. Vous êtes d'accord? Si vous avez juste ici en face, bon, ici on le voit de face, si vous avez ici une barre qui est derrière, elle va, chaque fois qu'elle passe ici, elle s'abaisse, chaque fois qu'elle passe sur le créneau, elle s'élève. Et donc, ça, c'est la transformation d'un mouvement rotatif en un mouvement alternatif, en deux temps. Par conséquent, ça va. Donc, ça veut dire votre roue tourne, comme ça, vous avez une barre qui se soulève, chaque fois qu'on passe au-dessus de la partie supérieure, et chaque fois que ça tombe dans le créneau, ça redescend. Eh bien, ce mouvement alternatif va servir à battre, par exemple, des laines. Ça va, donc vous voyez que ça ne sert pas seulement à moudre, ça va servir dans ce qu'on appellerait la proto-industrie. C'est le début de l'industrie. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'un être humain pour battre, ça va, la laine, mais c'est une machine qui, grâce à la force motrice de l'eau, en soulevant grâce à ces créneaux, donc cette barre, va pouvoir taper chaque fois, il n'y a plus besoin d'être humain. Donc, il y a même un auteur qui s'appelle Jean Guimpel qui a parlé de la révolution industrielle du Moyen-Âge. Ça paraît primitif, mais il fallait y penser, transformer un mouvement donc
rotatif en un mouvement alternatif, ça a été inventé au XIIe siècle, c'est pas rien, hein, et c'est quand même, on voit déjà que les hommes ont dans leur tête ce qui deviendra plus tard la grande révolution industrielle qu'on verra l'an prochain, hein, où là on va utiliser bientôt la vapeur, c'est encore une autre force motrice, hein, mais là ça va permettre de créer des machines qui vont pouvoir exaucer par exemple l'eau des pluies, hein, très très important, en particulier quand on travaille dans les mines, hein, parce que si vous savez que quand vous creusez, vous arrivez à l'aquifère, et puis à un moment il y a beaucoup d'eau, hein, il suffit d'aller dans votre jardin, vous creusez, vous allez tomber sur de l'eau. Et donc quand vous creusez 100 mètres, il est évident qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'eau, donc il faut qu'il y ait des machines qu'on appelle des pompes à feu, hein, qui ont été inventées par nous comme au XVIIIe siècle, qui exaucent, qui sortent sans arrêt l'eau qui se trouve au fond des puits de mine. Donc on voit qu'il y a déjà cette idée d'ingénierie, hein, de technologique qui est dans l'esprit des gens et qui participe de cette expansion donc, du Moyen-Âge classique, donc du XIe au XIIIe siècle. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous ai parlé donc jusqu'à présent de la charrue, du collier d'épaule. Je viens de vous parler des moulins. Alors, il y a aussi des techniques agricoles qui vont faciliter, permettre en tout cas une augmentation de la productivité. Ça va? Bon, la différence entre la production et la productivité, vous pouvez augmenter la production simplement par l'extension des champs. Donc ça veut dire que vous ne produisez pas plus par unité de surface et unité de temps, mais simplement par le fait que vous avez déblayé des bois, par exemple, vous avez créé des clairières, et donc vous avez plus de surface arable. Vous êtes bien d'accord, vous pouvez augmenter la production de cette manière-là. Mais l'augmentation de la productivité, ça veut dire qu'on augmente la production par unité de surface et de temps. Donc c'est pas augmentation de la production, c'est augmentation de la productivité. L'augmentation de la productivité suppose une augmentation de la production. Mais une augmentation de la production ne suppose pas une augmentation de la productivité. Vous voyez la différence entre les deux. Ça va? Alors comment va-t-on augmenter la productivité dans les champs? Eh bien, à partir du XIIe et du XIIIe siècle aussi, on va inventer un système qui est celui de la rotation des cultures. La rotation des cultures, ce qu'on appelle aussi l'assolement biennal ou triennal, c'est encore mieux. L'assolement quadriennal, on le trouvera plutôt au XVIIe mais surtout au XVIIIe siècle. Hein. Mais l'assolement triennal, c'est le suivant. Alors je vous fais de nouveau un schéma. La première année, 1238. Deuxième année, 1239. Quatrième année, troisième année, 1240. Je schématise, évidemment. Hein, si vous voyez la surface d'un village, ça ne se présente pas tout à fait comme ça. Dans un village, vous aurez, par exemple, imaginons que ce soit un village, vous aurez des terres, voilà, un petit peu n'importe quoi ici. Ça va? Voilà. Et je vais vous présenter ça dans un instant sur le fromage qui est là. Ici, les terres sont divisées en 3 catégories. Dans la première catégorie, c'est-à-dire cette catégorie ici, hein, on va, une année sur 3, où les terres sont riches, fertiles, on va en automne planter des graines de céréales lourdes et riches, par exemple, donc du seigle, du froment. Dans la catégorie B, on va semer au printemps des céréales plus légères, par exemple de l'avoine. On donne à l'heure actuelle aux chevaux, par exemple, hein, aux animaux. Et dans la catégorie C, on va laisser en friche pour que la terre puisse se reposer pendant un an. Quand la terre se repose, bien évidemment, elle ne s'épuise pas. Et comment va-t-elle non seulement se reposer, mais surtout s'enrichir? Par le biais des pâturages. Donc, dans les terres de la catégorie C,
on va laisser brouter, paître le bétail qui va naturellement enrichir grâce à des engrais naturels, c'est-à-dire les matières fécales des animaux. Ils vont donc enrichir cette terre-là. L'année suivante, puisqu'on va faire tourner ce système, les terres qui se sont bien reposées, on va mettre les céréales qui demandent le plus de minéraux, de matières riches. Donc on va mettre ici, ça va, hein, ce qui nécessite le plus de minéraux, le plus de matières qui vont permettre aux plantes de se développer. On va mettre ici des céréales qui servent en particulier pour le bétail, mais il ne faut pas croire au Moyen-Âge, en période de pénurie, les gens mangent de l'avoine, hein, bien entendu. Même si pour nous, bon, c'est pas l'idéal. Hein, ça va? Alors, vous voyez le système, on laisse reposer les terres de la catégorie B, et voilà, donc sur 1 an, sur 3 ans plutôt, il y a un cycle complet qui s'est opéré. Ça va? Il y a un cycle complet qui s'est opéré. Alors, je présente ça sur mon fromage maintenant. Vous voyez, ici, vous avez, par exemple, je mets des terres A. Oui, par exemple, ça c'est l'année 1238. Et pendant ce temps-là, hein, vous avez les terres B qui sont ici. Ça va, je fais un petit peu, oui, comme ça par exemple. Il en faudrait une en plus. Hein, comme ça, on est bien d'accord. Voilà. B, comme ça. Et alors, les terres C, elles sont ici. Ça, c'est donc l'année, je le représente en blanc. Hein? Alors, l'année 1239, on varie, donc tous les A deviennent des B. Voilà, c'est une autre couleur. Faire ça en rouge. Voilà. Donc, vous voyez, tous les A deviennent des B. Ça va? Maintenant, je change la couleur. Hein? Voilà. Ça, c'est l'année 1239. Et maintenant, l'année 1240, je vais faire ça en violet. Donc, A, B, C. Donc, je vais mettre... Oui, alors là, excusez-moi. On va faire les autres après. Donc, ici, ça devient C, C, C. Et alors, les B, la première année, moi, ça devient C. Attendez, donc les B deviennent des C, c'est ça. La deuxième année. Et la troisième année, non, B devient C, la troisième année, violet, A. 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 Et C, maintenant, donc ça devient A. Comme ceci. Et puis du violet en B. Voilà. Vous comprenez le système? Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle donc un système de rotation triennale. Voilà. Donc, ce qui permet aux terres de ne pas s'épuiser très rapidement. Parce que si vous, sur les mêmes terres, vous plantez toujours des céréales qui demandent beaucoup de minéraux, mais il est évident qu'après 3-4 ans, la production, la productivité va baisser. Ici, c'est un système intelligent qui permet donc de tourner. Voilà. Donc, je vous ai expliqué un certain nombre de techniques nouvelles, à la fois dans l'outillage, dans les machines, parce que les moulins, ce sont bien des machines, et enfin dans la gestion des terres qui vont permettre de meilleurs rendements. Ça va? Donc on va passer d'un rapport de 1 grain qui donne lieu à 3 ou 4 grains au moment des récoltes au Moyen-Âge, à 1 grain qui donne 7 ou 8 grains au XIIe et XIIIe siècle. Ça va? Donc on a doublé, presque doublé, la productivité. D'accord? Et donc la production. Voilà. Alors, ceci étant dit,
on va maintenant essayer de comprendre les conséquences de cette expansion tout à fait remarquable du XIe au XIIIe siècle. Les gens sont de plus nombreux. Dans un premier temps, on éclaircit les bois, on assèche les marais, on a de nouvelles techniques. Donc on peut sans cesse, l'économie peut connaître une expansion. Mais à un moment donné, il va y avoir saturation, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait être déboisé ou tout ce qui pouvait être asséché l'a été. Il y a des terres qu'on ne peut pas utiliser, comment dirais-je, des sols qui ne servent à rien déboiser, tout simplement parce que les sols ne sont pas très intéressants. Il faut quand même déboiser là où les terres peuvent produire. Et donc, on va arriver à saturation à partir de 1250. Alors, conclusion de tout ça pour l'Europe occidentale, c'est qu'il va falloir partir ailleurs. On peut vraiment parler de colonisation au Moyen-Âge. On colonise d'abord les terres à proximité immédiate des villages, on crée des hameaux, on assèche, je vous ai dit qu'on déboise, on essaye d'augmenter les rendements sur les terres que l'on possède, et puis après, il y a saturation, il y a trop d'enfants, aussi bien chez les paysans que dans la noblesse. On ne parvient plus à caser ses enfants, même dans la noblesse. Alors qu'est-ce qui va se passer? À partir de la fin du XIe siècle, il va y avoir, cette poussée démographique est tellement forte qu'elle est une des origines, certainement une des plus importantes des croisades. On parle toujours des croisades comme d'un vaste mouvement religieux. Oui, mais si les cadets de famille nobles sont partis, et si des paysans sont partis, la première croisade, 1095-96, ce sont des paysans, des pauvres en fait, qui sont partis, qui se sont fait massacrer en Europe centrale, parce qu'ils n'avaient pas de quoi se battre, évidemment. D'ailleurs, ils se sont fait battre avant d'arriver chez les Turcs. Ils se sont fait battre par des populations européennes en Europe centrale. Ça, c'est la première chose. En tuant au passage beaucoup de juifs. Vous savez, l'être humain est assez cruel, et comme il y a beaucoup de fanatiques parmi ces gens-là, au passage, ils ont tué beaucoup de juifs dans les villes d'Europe centrale. Donc ce sont les premiers pogroms. Ils vont se tous développer en Russie au XIXe siècle. Donc les cadets de famille qui n'ont plus de terre, chez les nobles en particulier dans la noblesse, ils doivent partir parce que leurs aînés occupent, et on ne peut pas diviser à l'infini, les terres du père et du grand-père. Ils vont partir en terre dite sainte. Ils vont aller guerroyer là-bas pour vraiment avoir de nouvelles terres. Donc, si vous voulez, la Terre Sainte, c'était un petit peu l'équivalent du Far West pour les cow-boys au XIXe siècle aux États-Unis. Donc là, c'était non pas le Far West, mais le Far East. Donc on partait à l'Est, on partait au Proche-Orient, essayer de faire fortune. Et puis, il y a eu également, outre les croisades au Proche-Orient, il y a eu des croisades également en Espagne, c'est ce qu'on appelle la Reconquista. La Reconquista, c'est la reconquête par les chrétiens des terres qui ont été occupées par les Espagnols, par les Arabes, excusez-moi, par les musulmans depuis le 8e siècle. Dans une leçon antérieure, je vous ai dit que c'est à partir du 8e siècle que les musulmans débarquent en Europe et battent donc les rois visigoths. En 711 ou 712, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, les rois chrétiens qui avaient établi des petits royaumes vraiment à la lisière, je dirais, des Pyrénées, c'est-à-dire le Léon, la Galice, la Castille, l'Aragon, eh bien ces petits royaumes vont progressivement battre les Maures pour arriver au XIIIe siècle pratiquement en Andalousie. Et donc vers 1250, vous devez vous dire que presque toute l'Espagne a été reconquise par les chrétiens, mais il faudra encore 2 siècles pour que la reconquête, la Reconquista reparte pour chasser définitivement les musulmans
du sud de l'Espagne, donc le fameux royaume de Grenade, et c'est effectivement en 1492, la date n'est pas innocente quand on le verra dans une leçon ultérieure, c'est effectivement en 1492 que la reine de Castille, Isabelle, qui était mariée au roi d'Aragon, Ferdinand, donc le royaume de Grenade va être pris. Ce qui va permettre, je dirais, à ces rois espagnols de pouvoir se préoccuper du projet initié par Christophe Colomb, qui quelques mois plus tard, grâce à l'appui d'Isabelle de Castille, va pouvoir mener à bien son expédition donc au mois de septembre, octobre 1792, puisque c'est donc à la mi-octobre 1792 que Christophe Colomb arrive donc aux Bahamas. Ça va? Donc vous devez vous dire qu'il y a une continuité derrière tout ça. Et on montre toujours l'expansion, on parle toujours de 1492 comme une date très très importante, et elle l'est effectivement, c'est la découverte de l'Amérique. Mais vous devez vous dire que Christophe Colomb, ce n'est pas un point de départ, c'est presque un point d'aboutissement, ou en tout cas une étape importante. Mais c'est certainement pas un point de départ. Quand on parle des grandes découvertes, c'est d'un point de vue européocentriste. Vous devez vous dire que la colonisation et l'expansion des peuples européens commencent au XIe siècle, d'abord par la colonisation des forêts environnantes, par l'éclaircissement des bois, puis ensuite on va en Terre Sainte, puis on reconquiert des territoires dans la péninsule ibérique, et puis finalement, quand on arrive au bout de l'Europe, eh ben on va traverser, on va aller au Maroc, et on va aller alors en Amérique. Ça va? Donc je crois que c'est très important de comprendre que 1492, ce n'est pas une rupture par rapport au Moyen-Âge, mais que la colonisation du monde par les Européens commence au XIe siècle. Voilà. Donc ça, c'est une idée qu'il faut bien retenir. Alors, il y a encore une troisième région où l'expansion va se faire. C'est l'Est de l'Europe. Parce qu'on parle souvent des moines soldats que sont les Templiers, ou les Hospitaliers. Ça vous dit quelque chose, bien entendu. Qui ont amassé des fortunes très très importantes, au point d'inquiéter le roi de France, Philippe le Bel, qui était jaloux de leur fortune, qui a tout confisqué, donc, à la suite d'un procès en 1304, en accord avec le pape à l'époque, Boniface VIII. Mais on a fait évidemment un procès aux Templiers en les accusant de tous les maux possibles, vraiment de choses qui n'étaient pas propres du tout, la sodomie, le meurtre d'enfants, enfin, il faut voir l'acte d'accusation des Templiers, c'est assez épouvantable. Tout ça, c'était pour justifier évidemment la confiscation de leurs biens et se justifier vis-à-vis de l'opinion publique pour dire que c'était des hérétiques, des gens qui n'étaient pas bien, qui avaient perverti complètement le christianisme. Eh bien, outre, à côté de ces moines soldats que l'on trouve au Proche-Orient, les Templiers et les Hospitaliers, il y a également d'autres moines soldats qui, dans le cadre de cette expansion de l'Europe occidentale, vont conquérir des terres à l'Est. C'est ce qu'on appelle en allemand Drang nach Osten, ça veut dire la poussée vers l'Est. Et ces moines soldats-là, ce sont ceux qu'on appelle les chevaliers teutoniques. Alors les chevaliers teutoniques, ils ont leur ordre qui était fixé dans ce qu'on pourrait appeler l'Allemagne de l'Est, l'ex-Allemagne de l'Est, c'est-à-dire la région de Berlin, si vous voulez. Et ces chevaliers teutoniques, ils vont s'avancer vers la Pologne, ils vont occuper une grande partie des côtes de la Baltique, une partie de la Pologne, et ils vont même s'établir jusqu'en Estonie. Donc vous voyez, si vous allez en Estonie, vous allez encore voir, il y a encore des châteaux forts de l'époque des chevaliers teutoniques. Voilà. Eh bien, ce sont des moines soldats. À l'origine, ce sont des moines, mais ce sont des moines qui sont abattés par le gain, qui conquièrent des terres et mettent, comment dirais-je, en servage des paysans pour s'enrichir, comme les Templiers l'avaient fait également. Voilà. Donc vous voyez que l'Occident, à ce moment-là, s'étend dans toutes les directions. La direction de l'Espagne, dès le XIe siècle, il y a le fameux épisode du Cid, que vous connaissez sans doute par la pièce de Corneille, de 1636, le fameux Cid. Le Cid, en fait, c'est rien d'autre qu'un général, un chrétien espagnol qui se bat au XIe siècle contre les morts.
Vous avez l'expansion au Proche-Orient, je dis ce que j'ai appelé le Far East, donc, tous ces cadets de famille qui sont plus ou moins des truands d'ailleurs, des mauvais garçons qui partent là-bas, mais il y a aussi des princes importants, il y a même des empereurs, des rois qui vont partir là-bas, Saint-Louis, Frédéric Barberousse, Richard Cœur de Lion, ce sont des gens qui partent en croisade. Et enfin, donc, la poussée vers l'Est, on va refouler les Slaves vers l'Est, ou bien on va les dominer. Voilà. Alors, à côté de ça maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe dans les villages. Dans les villages, donc les communautés rurales. Il faut savoir que dans un village, vous avez 90% de la population qui travaille la terre. Le reste, ce sont des artisans, par exemple. On est toujours à une époque rurale, même si les villes naissent ou renaissent à partir du XIe siècle. On verra ça dans un chapitre ultérieur. Les villes qui vont pousser comme des champignons, ou si elles ne vont pas pousser comme des champignons, en tout cas, elles vont connaître une croissance tout à fait remarquable. C'est l'époque XIIe et XIIIe siècle, l'époque des cathédrales. Je vais vous dire que les cathédrales du XIIe et XIIIe siècle poussent vraiment un petit peu partout en Occident, à un rythme effréné, un petit peu comme les gratte-ciel à New York ou maintenant dans le sud-est de la Chine. Vous savez, à Shanghai, ce qu'on appelle les zones spéciales à Shenzhen. Donc c'est un petit peu la même chose à ce moment-là. Les cathédrales, ce sont vraiment les gratte-ciel du Moyen-Âge qui poussent à une vitesse incroyable. Donc c'est New York. Donc on voit au milieu d'une ville comme ça, où il y a de petites habitations, un immense bâtiment qui pousse. Pensez à la cathédrale de Chartres, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, cathédrale de Strasbourg, de Beauvais, de Rouen, de Reims, d'Amiens en particulier. Alors dans les villages, il y a en général entre 30 et 50 feux. Ce qu'on appelle un feu, c'est un foyer. Et le terme foyer, il est resté dans notre vocabulaire. On parle toujours d'un foyer. Or chez vous, la plupart du temps, vous n'avez même pas de feu ouvert. Vous avez tout simplement du chauffage central ou du chauffage au mazout et au gaz, mais il n'y a plus de foyer au sens propre. Mais on parle toujours de foyer quand on parle d'un ménage. Donc un foyer, c'est un ménage. Donc dans un foyer, vous avez, je ne sais pas moi, 5-6 personnes, quelque chose comme ça. Et donc vous en avez entre 30 et 50 foyers. Vous multipliez par cet indice de 5 ou 6, donc 6 fois 50, donc il y a peut-être 300 personnes, je dirais, dans certains villages. Donc un village, ce n'est pas très important d'un point de vue démographique. Alors, concrètement, le village comprend 3 types, même 4 types d'individus. Vous avez, outre le seigneur et sa famille, dont je vais parler dans un instant, vous avez 3 types de paysans. Vous avez les serfs, mais qui sont très très peu nombreux. Ça va? Quand je dis très très peu nombreux, ils sont peu nombreux, contrairement à l'image que l'on a souvent du Moyen-Âge. Je vous avais expliqué qu'à l'époque où il y a eu le plus grand nombre de serfs, c'est à l'époque carolingienne vraisemblablement, et les serfs représentaient 25% de la population. Donc vous pouvez vous dire que les serfs sont minoritaires. Alors à côté des serfs, mais qui trouve-t-on alors? On trouve ceux qu'on appelle les manants. Mais les manants, ce n'est pas des serfs, ce sont des paysans qui sont locataires de leurs terres, alors que les serfs, eux, sont attachés à leurs terres. Ils ne peuvent pas partir. Ils font partie, je dirais, des meubles. Mais ce sont quand même des êtres humains qui n'ont pas le même statut que les esclaves dans l'Antiquité, qui, eux, étaient la propriété d'un maître. Et le maître avait la propriété, donc, complète de leurs esclaves. Il pouvait même les tuer, en tout cas, avant que l'esclavage ne se réduise à partir du 1er siècle de notre ère, dans l'Empire romain, tout simplement parce qu'il n'y a plus de grandes conquêtes. Donc, il n'y a presque plus, les esclaves sont de moins en moins nombreux, il n'y a plus d'apport d'esclaves, et donc les esclaves, là, on est esclaves par hérédité. Et donc il y a moins d'esclaves, et donc on va les protéger à partir d'Auguste, Tibère, un premier, et puis au 2e siècle, ils sont quand même relativement bien protégés. On ne pourra plus les tuer, on ne pourra plus faire ce qu'on veut avec son esclave. Enfin, un esclave est la propriété de son maître. Tandis qu'un serf n'est pas la propriété du seigneur, mais il est attaché à sa terre. Voilà, c'est un statut qui dérive de ce qu'on appelle le colonna, qui s'était mis en place à la fin de l'Empire romain.
j'en viens maintenant aux manants. Donc la grande majorité des paysans sont donc des manants. Manant, ça vient d'un verbe latin qui est manere, qui veut dire rester. Ça veut dire ils restent là, mais ils ne sont pas attachés. Mais s'ils veulent partir de la seigneurie, eh bien là, ils doivent payer des taxes. Hein. On verra ça dans un instant, c'est ce qu'on appelle le fort mariage, s'ils se marient avec quelqu'un d'une seigneurie étrangère qu'ils partent. Alors, ces paysans produisent, ils ne sont pas riches, hein, la production n'est pas très, comment dirais-je, rentable à cette époque-là, malgré tout ce que j'ai pu vous dire, mais qui malheureusement est compensé par le nombre de paysans, hein, cette importance, cette croissance démographique, il faut bien nourrir les gens. Donc dans un premier temps, on produit, il y a une expansion incroyable, et puis il y a saturation parce qu'il n'y a plus assez de terre. Hein, et les enfants, ben, il faut quand même les nourrir, donc il y a un appauvrissement à partir de la fin du XIIIe siècle, et surtout alors au XIVe, au XVe siècle, qui est une époque de grande calamité, comme on le verra ultérieurement. Et ces paysans doivent payer toute une série de taxes. Ils doivent payer des amendes. Ils doivent payer également, ils doivent rendre un certain nombre de services, gratuitement. Alors on va passer tout ça en revue. Il y a tout d'abord les taxes. Alors il y a des impôts que nous pourrions appeler des impôts directs et il y a des impôts indirects. Alors les impôts directs, c'est tout d'abord la taille. Alors la taille, donc, elle repose soit sur le paysan, alors dans ce cas-là on parle d'une taille personnelle, soit elle repose sur la terre, et alors on parle d'une taille réelle, c'est un impôt réel qui porte sur la chose et non pas sur une personne. Réel, ça vient du mot res en latin qui veut dire la chose. Hein, donc ça ne renvoie pas à, comment dirais-je, à l'opposition réel-imaginaire. Il dit c'est réel en tant que, c'est un terme de droit, hein. Réel signifie que ça porte sur la chose et non pas sur la personne. Il y a d'abord cette taille, qui est lourde. Vous avez, outre cela, le sens, qui est le loyer, ou l'impôt. Vous avez également toute une série d'autres droits. Vous avez par exemple le droit à payer au seigneur, hein, donc c'est des obligations en fait, mais c'est un droit pour le seigneur. Vous avez le fameux fort mariage dont je vous parlais il y a quelques minutes. Le fort mariage, c'est la taxe que vous devez payer si vous quittez la seigneurie parce que vous vous mariez avec quelqu'un d'autre, d'une autre seigneurie. Ça va? Ça c'est le fort mariage. Fort mariage, ça s'écrit en un mot, et dans ce terme-là, vous avez comme préfixe for, F-O-R, qui vient d'un mot latin qui veut dire étranger. Hein, foris en latin, ça veut dire étranger, et qui a donné le mot français des forains. Les forains, une foire, c'est quand il y a des étrangers qui viennent dans une ville. Hein, les forains sont itinérants, hein, ce sont des nomades, en fait, hein, étymologiquement. Mais forain, ça veut dire, le droit forain, c'est le droit des étrangers. Ça va? Alors, outre cela, vous avez également la morte-main, ou la main morte. Alors, la morte-main, ou la main morte, c'est un impôt que vous payez pour pouvoir succéder et bénéficier et hériter donc des biens de vos parents. Ça va? Donc, la main morte, c'est un impôt qui repose la plupart du temps sur le bien le plus précieux que vous avez. Vous ne devez pas aliéner votre maison, qui est en général une petite hutte misérable, mais vous devez donner au Seigneur, pour avoir le droit de succéder à votre père sur une terre, et donc même le droit d'y rester, puisque vous êtes locataire, vous devez payer une taxe qui est très lourde, puisqu'en général, c'est ce qu'on appelle le meilleur catel. Le meilleur catel, c'est, en fait, catel, ça vient du mot cheptel. Je crois vous avoir expliqué un jour l'étymologie. Hein. Catel, cheptel, ça appartient à la famille qui vient du latin caput, qui veut dire la tête, c'est-à-dire la tête de bétail. Vous savez que le mot caput a donné le mot capital, au sens financier du terme. Hein, quand on dit avoir un capital, à l'origine c'est avoir des têtes de bétail. Capital vient de capita, qui veut dire des têtes de bétail. Je vous signale que le mot pécuniaire appartient à la même famille de mots. Hein, pécuniaire vient du mot pecus, qui en latin veut dire le bétail.
Hein, donc c'est bien la preuve que jadis nos ancêtres étaient tous des paysans, des éleveurs. Hein. Tout les termes qu'on utilise maintenant dans le langage financier remontent à une époque où les gens travaillaient à la campagne. Voilà. Alors, outre cela, vous avez comme mots qui appartiennent à la même famille, par exemple le mot chef. Un chef, hein, ça vient du mot caput en latin aussi, c'est la tête d'un groupe. Ça va? Le cheptel, eh bien, c'est l'ensemble du bétail. Vous avez également le mot, je réfléchis un petit peu, le mot capitaine. Le mot capitaine, ça vient de caput. Le mot cap, quand on parle le cap de Bonne-Espérance, c'est la tête du continent. Voilà, etc., etc. Bon, je pourrais vous en citer d'autres, bien sûr, mais alors on s'éloigne tout à fait de notre sujet. Donc, vous payez le fort mariage, vous payez la taille, vous payez la main morte. Ça, ce sont donc des impôts directs. Alors, à côté de ça, il y a des impôts indirects. Alors, parmi les impôts indirects, il y a le droit que le seigneur perçoit par l'intermédiaire d'un de ses gardes pour pouvoir utiliser un chemin dans la forêt ou un chemin dans le village, ou pour pouvoir traverser un pont. C'est ce qu'on appelle, cet acte s'appelle un ton-lieu. Hein, teloneum en latin, un ton-lieu. C'est l'ancêtre, je dirais, des taxes que l'on paye pour utiliser les autoroutes en France, par exemple. Hein. C'est un péage pour utiliser un chemin. Vous avez également d'autres taxes indirectes. J'essaie de réfléchir. Qu'est-ce que vous avez encore comme taxes indirectes? Oui, vous avez aussi les banalités. Alors, les banalités, ce sont des taxes que vous payez parce que le seigneur a le monopole d'une machine. Ça peut être par exemple le pressoir. Eh bien, le seigneur se réserve le pressoir du village, celui peut en construire un, et vous devez obligatoirement, pour presser votre raisin, donc au lendemain des vendanges, utiliser le pressoir du seigneur. Ça va? Il a également le monopole du four. Il y a le four du village, qui est le four banal. Hein, banal vient du mot ban, qui veut dire commandement. Le ban, c'est le droit que le seigneur a de commander, de faire obéir les gens de sa seigneurie. Il y a également le four. Or, vous avez besoin de four, évidemment, pour cuire votre pain. Je suis bien d'accord. Donc, c'est un monopole très très important. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le moulin. Seul le seigneur se réserve le droit de construire un moulin. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul à en avoir les moyens. Aussi de construire un moulin à eau ou moulin à vent. On en a besoin, évidemment, pour moudre le grain. Eh bien, tout cela, c'est ce qu'on appelle des banalités. Ce sont des taxes, hein, je dirais, des impôts indirects que vous payez. Ça va? Le mot banal ne doit donc pas être utilisé dans le sens, bien qu'il vienne de là, dans le sens où nous l'utilisons à l'heure actuelle, parce que quand on dit qu'une chose est banale, ça veut dire qu'elle n'est pas extraordinaire, ça veut dire qu'on en trouve partout, elle est ordinaire. Hein. Le mot banal, au Moyen-Âge, signifie donc qu'il s'agit d'un droit que possède le seigneur en vertu de son pouvoir de ban, c'est-à-dire en vertu d'un processus qui s'est mis en place à partir du IXe siècle, à l'époque carolingienne, et qui a conduit à l'émiettement, à la dissolution des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics vont s'effondrer à partir du IXe siècle, complètement. Les droits de l'empereur ou du roi vont tomber entre les mains des princes territoriaux, par exemple le comte de Flandre, le comte de Louvain, le duc d'Aquitaine, le comte d'Anjou, le duc de Normandie, et puis, à l'étape suivante, c'est au Xe, XIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, il y a approfondissement, et à partir de ce moment-là, il y a donc passage des droits des princes au seigneur. Alors, reste un certain nombre de services que les paysans doivent au seigneur. Alors, parmi ces services, il y a tout d'abord la corvée. Alors, le mot corvée, par exemple la corvée de Charrois, par exemple, il faut être disponible quelques jours par an. Parfois, à l'origine, c'était même beaucoup plus que quelques jours, ça pouvait mettre 1 ou 2 semaines, mais par an pour transporter, par exemple, des pierres dont le seigneur peut avoir besoin pour par exemple, pour son château.
Hein. N'oubliez quand même pas que les châteaux qui apparaissent au Xe et au XIe siècle sont essentiellement des châteaux en bois. Hein. Ce n'est pas encore les châteaux tels que vous pouvez imaginer, ceux d'ailleurs qui sont restés jusqu'à l'heure actuelle. Si vous voyez par exemple le château de Bercel, près de Bruxelles, c'est un château du XVe siècle, hein, c'est pas, ça va. Donc ce sont des châteaux de la fin du Moyen-Âge, hein, les grands châteaux qu'on peut encore voir. D'ailleurs, la plupart des châteaux qu'on va visiter, les plus beaux, en tout cas, ce sont les châteaux de la Loire, qui n'ont plus tout une fonction défensive, qui sont des châteaux de plaisance pour les rois de France au moment de la Renaissance. Voilà. On ne parle même pas du château de Versailles, qui est un palais, en fait, hein. C'est pas un château, le château de Versailles. Voilà. Donc, il y a la corvée de charroi. Il peut y avoir aussi la corvée pour transporter le blé au moment des récoltes, les blés qui sont coupés sur la réserve, hein, du seigneur. Alors, je vous rappelle peut-être ce que c'est que la réserve. La réserve, c'était le fameux faire-valoir direct de l'époque carolingienne. Vous vous souvenez, hein, sur lesquels travaillaient directement les serfs, hein, et dont le produit allait directement chez le seigneur, chez le maître à l'époque, parce qu'on ne parlait pas de seigneur. Hein, ça va ? Oui, c'est le mot dominus ou même seigneur qui est utilisé, mais dans le sens de maître de la terre. C'est un propriétaire foncier à cette époque-là. Hein. Tandis que ce qui n'était pas la réserve, c'est-à-dire les tenures, les manses, eh bien, ce sont les terres qui sont occupées maintenant par donc, les fameux manants, qui sont loués. Hein. Donc il faut bien distinguer. Hein. Alors, le mot corvée. Le mot corvée vient de deux mots latins, qui est carucae opera. Oui, c'est un long mot qui a donné corvée. Opera, c'est le pluriel de opus qui veut dire le travail. Donc, opus, c'est un mot neutre. Hein. En latin, ça dit opera au nominatif pluriel, donc c'est opera. Et carucae, c'est le génitif, donc le complément déterminatif qui vient de caruca, qui veut dire la charrue. Donc, les travaux de la charrue, donc carucae opera, eh bien, ça a donné corvée. Donc, à l'origine, ça vient à nouveau d'un travail lié au champ. À l'heure actuelle, on parle de la corvée, vous voyez ce que ça veut dire, c'est un travail dur, pénible, hein, qu'on n'a vraiment pas envie de faire. À l'origine, c'est un travail obligatoire que l'on doit au Seigneur et lié aux travaux des champs. Alors, à côté de ça, il y a encore d'autres services qui doivent être rendus. Le droit d'ost, OST, ça veut dire le droit de l'armée, c'est le service militaire, si vous voulez. Ça n'a pas de sens, hein, c'est un anachronisme de cette époque-là. Mais quand le seigneur a besoin soit de défendre la seigneurie, soit de s'associer à un autre seigneur, ou dans le cadre éventuellement d'accord au sein du système féodo-vassalique, dont je vous parlerai plus tard, parce que la féodalité, ça n'a rien à voir avec la seigneurie, eh bien dans ce cas-là, il y a un certain nombre de paysans qui doivent prester, les paysans doivent prester un certain nombre de jours pendant la durée de l'ost, hein, du fonctionnement de l'ost. Également le droit de gîte. Le droit de gîte, ça veut dire que le seigneur peut réquisitionner, hein, la maison des paysans pour cette troupe. Sporadiquement l'un de nos seigneurs qui profitait d'un rapport de force, hein, mais il n'y a jamais été mis dans aucune charte, hein, qu'un seigneur pouvait profiter comme ça de la première nuit de noces, hein, comme on le croit souvent. Tout ça, ce sont des légendes qui ont été mises au point essentiellement au XVIIIe siècle pour dénigrer l'époque médiévale. Voilà. Hein, donc le droit de cuissage, c'est la blague, même si ça a été effectivement vulgarisé à partir de Beaumarchais lorsqu'il a écrit donc, le Barbier de Séville et les Noces de Figaro. Oui, donc là, il y a cette idée que le comte Almaviva, effectivement, profite de sa servante, parce que c'est un droit noble depuis le Moyen-Âge, mais tout ça, ça n'a jamais existé. Hein. Mais effectivement, la pièce de Beaumarchais a servi à dénigrer la monarchie et le système aristocratique à la fin de l'Ancien Régime, parce que la pièce de Beaumarchais va dater des années 1770, hein, quelque chose comme ça, donc on est à l'époque du règne de Louis XVI, et ça a contribué à préparer l'opinion publique, je dirais, à mettre à bas plutôt ce système
seigneurial et ce système aristocratique qui va prévaloir jusqu'en 1789, certainement. Donc vous voyez que la propagande peut se servir, je dirais, des pièces de théâtre. Il y avait beaucoup d'ailleurs de libelles à la fin d'Ancien Régime contre la monarchie, mais pornographique, pour tout vous dire, contre la noblesse et contre la famille royale, en particulier Marie-Antoinette. Alors je retourne à mon point de départ. Donc j'étais en train de vous parler des différents droits qu'on peut payer. Il y a également des amendes. Oui, parce que le seigneur, qui est le maître d'une partie des terres, s'est octroyé également des droits qui appartenaient à l'État carolingien qui s'était dissous à partir du 8e siècle. Voilà. Alors, pour résumer tout ceci, encore une petite chose à dire, je vous avais dit qu'il y avait 3 catégories de paysans. Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'abord des serfs, qui sont une minorité. Je vous ai dit que la grande masse des paysans sont des manants, qui travaillent sur les terres de la seigneurie et qui payent des taxes, qui sont soumis à un certain nombre de services, comme je l'ai expliqué longuement ici, qui payent des amendes. Vous avez une 3e catégorie de paysans qui sont les alletiers. Les alletiers, ce sont les paysans qui possèdent en pleine propriété des terres qui sont donc des terres franches. Ce sont des terres qui ne dépendent pas du seigneur. Et ces alletiers, il en reste encore des traces dans la toponymie. Pensez à Braine-l'Alleud, distinguer Braine-le-Château de Braine-le-Comte. Tout ça, dans la toponymie, dans les noms de ces communes, on trouve des traces de l'affectation d'une partie de la terre de Brême au château, au comte et l'Alleu. Et un alleu ne dépend pas du seigneur. Le paysan qui possède un alleu en pleine propriété, A-2-L-E-U-D, il est chez lui. Il est chez lui. Il ne paye pas de taxes au seigneur. Ça va? Ou alleu, pas toujours un D, donc, parce que je pense à Braine-l'Alleud où il y a un D. Ça va? Ça se dit allodium en latin. Voilà. Ces alleux étaient assez nombreux, mais on a peu de documents sur les alleux. Pourquoi? Parce que les documents que l'on possède, ce sont essentiellement des chartes émises par le seigneur pour réglementer les droits et les obligations des paysans à son égard. Et les alletiers, la plupart du temps, sont des analphabètes qui n'ont pas besoin de produire un document, ils sont chez eux et ça règle tout. Alors, pour résumer tout ceci, et je vais terminer avant de vous montrer les bouquins, une seigneurie, c'est quoi? Eh bien, une seigneurie, c'est un territoire, et c'est surtout un ensemble de droits que possède un individu qui est le seigneur, et la seigneurie résulte d'une part de la décomposition des pouvoirs publics depuis l'époque carolingienne, passée entre les mains des princes territoriaux, puis aux mains des seigneurs, et d'autre part, c'est un territoire sur lequel le seigneur possède également des droits économiques. Donc je dirais qu'un seigneur, même si c'est tout à fait anachronique et même si les termes ne sont pas appropriés pour essayer d'approcher la notion, c'est à la fois un chef d'entreprise agricole, qui possède des terres, la réserve, et qui possède même des terres qui le louent à des manants, mais qui possède également des droits sur des paysans ou sur des terres qui résultent donc de la décomposition des pouvoirs publics depuis la fin de l'Empire carolingien. Donc le seigneur, je vous dis, c'est en même temps un chef d'entreprise, mais c'est également un petit peu le bourgmestre, même si ça n'a strictement rien. Cette notion est tout à fait anachronique. C'est en même temps le chef de la seigneurie, donc il a des pouvoirs politiques qu'il exerce par le biais d'amendes, de droits et de services qu'il peut demander aux paysans, et en même temps il est propriétaire foncier. Ça va? Donc vous voyez, c'est un peu une notion difficile à saisir. Ce n'est en tout cas plus le maître, le dominus de l'époque carolingienne, qui lui avait seulement des pouvoirs économiques sur les paysans qui travaillaient dans la villa carolingienne. Il y avait seulement des pouvoirs économiques, parce que les pouvoirs politiques, les pouvoirs juridiques, judiciaires et autres, étaient entre les mains des comtes. Les comtes qui étaient des hauts fonctionnaires, qui avaient le pouvoir politique, administratif et judiciaire dans les comtés, ces grandes provinces de l'époque carolingienne. Tandis qu'ici,
il a à la fois, donc, le seigneur, il est à la fois propriétaire, c'est un grand propriétaire foncier, il a également donc des droits politiques, il y a des gens qui sont dessus de lui, on verra plus tard dans une leçon sur la féodalité, qui ont également des pouvoirs politiques, mais qui n'ont pas tous les pouvoirs politiques. Le seigneur également des droits de justice, il exerce la basse justice, c'est-à-dire la justice, je dirais, concernant les vols et les petits problèmes qui peuvent se poser, je dirais, dans la communauté, hein, mais il ne possède pas la haute justice qui est entre les mains du prince territorial. Donc quand il y a un meurtre, eh bien, la justice est rendue par les représentants du prince territorial, un comte ou un duc par exemple. Ça va? Voilà. Alors, je vais clore ici, et je vais vous montrer quelques ouvrages de base hein, qui pourraient vous servir si vous faites des recherches un peu plus approfondies, ou si une notion n'est pas tout à fait claire, et que vous souhaitez dépasser donc l'usage des seuls manuels. Alors, je vous montre tout d'abord deux ouvrages très généraux, l'un qui est dû à Philippe Contamine et à un certain nombre de ses collaborateurs. Cet ouvrage date de 1993 ou 1994, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, 1993, qui s'intitule « L'économie médiévale » publié chez Armand Collin. Alors, dans cet ouvrage, vous n'avez pas évidemment que l'économie rurale, vous avez également l'économie urbaine, le problème des échanges, du commerce, de l'artisanat, de la proto-industrie. Voilà, premier ouvrage que je vous montre. Deuxième ouvrage est dû à Robert Fossier, ouvrage qui date de la même époque que le précédent, Robert Fossier, La société médiévale, publié également chez Armand Collin. Autre ouvrage général du même auteur, Robert Fossier, qui est décédé récemment, qui était professeur à la Sorbonne, qui s'intitule « Ces gens du Moyen-Âge ». C'est un ouvrage paru en 2007, donc l'année passée, publié chez Fayard. C'est un ouvrage qui est intéressant parce qu'il explique la vie des petites gens, vraiment des paysans qui vivaient au Moyen-Âge, hein, ce n'est pas d'histoire institutionnelle, ce n'est pas de la grande histoire économique, mais c'est vraiment leur vie quotidienne, leur mentalité, comment ils vivaient au quotidien, leurs problèmes de tous les jours. Alors, l'ouvrage que je vous montre ici, c'est celui de Jérôme Bachet, publié chez Aubier, je crois que c'est aussi l'année passée, attendez, non, ça c'est peut-être en 2004, qui s'intitule « La civilisation féodale de l'an 1000 à la colonisation de l'Amérique ». Vous vous souvenez que j'ai fait référence à cette thèse, hein, qui est celle que la découverte de l'Amérique n'est pas un point de départ, mais c'est plutôt un aboutissement de cette vaste colonisation qui débute au XIe siècle. Alors, quelques ouvrages classiques concernant l'histoire rurale, l'histoire des paysans au Moyen-Âge, et même au temps moderne pour le premier d'entre eux. Le premier est dû à un grand historien, Marc Bloch, qui est le fondateur de l'école historique médiévale française, en tout cas dans le cadre de la nouvelle histoire, qui s'est vraiment beaucoup intéressé à l'histoire économique et sociale, c'est Marc Bloch. C'est le fondateur des Annales en 1929, donc justement l'année de la fameuse crise économique, hein, qui, avec Lucien Lefebvre, crée donc les Annales économiques et sociales, c'est donc le nom d'une revue. Cet ouvrage, publié en 1931 à Oslo, s'intitule « Les caractères originaux de l'histoire rurale française ». Il comprend 2 volumes. Ça a été vraiment un ouvrage pionnier en la matière, qui a été le point de départ de nombreuses thèses de doctorat en France dans les 40 années qui ont suivi. Alors, un autre grand classique, publié en 1962, c'est celui de Georges Duby, « L'économie rurale et la vie dans les campagnes, des campagnes dans l'Occident médiéval ». Il y a 2 volumes. 1962 paru chez Aubier, c'est un grand classique. C'est vraiment la première grande synthèse, mais sur base de recherche originale de l'auteur, sur la vie donc, des paysans au Moyen-Âge. Alors cet ouvrage est particulièrement intéressant parce qu'il comprend beaucoup de documents. Il y a 200 documents
traduit en français, que vous pouvez trouver là-dedans et qui pourrait vous servir pour vos leçons. Il y a 200 documents. Alors il faut préférer cette édition-ci qui comprend les documents à l'édition parue chez Champ-Flammarion, qui est une petite collection de poches, c'est très très bien, mais vous n'avez pas les 200 documents dedans. Donc pour préparer les leçons, c'est mieux d'utiliser celle-ci. Alors, un ouvrage qui date du début des années 80, je crois que c'est 82, voilà, d'un auteur que nous avons déjà rencontré, Robert Fossier, qui était donc un grand spécialiste d'histoire sociale au Moyen-Âge. Voilà, il s'intitule « Enfance de l'Europe », 1982, publié aux Presses universitaires de France dans la collection Nouvelle Clio. Donc, je ne peux pas lire à l'envers. Donc, le premier, c'est « Aspects économiques et sociaux, l'homme et son espace », et le second, « Aspects économiques et sociaux, structure et problèmes ». L'originalité de cette collection, c'est que vous n'avez pas seulement l'état de nos connaissances, vous avez une très grande bibliographie en début du livre, et vous trouvez également une partie qui s'intitule « Problèmes de la recherche actuelle ». Voilà, évidemment, ça date maintenant, ça a 25 ans, mais je crois qu'à votre niveau, il n'y a pas de problème. Si vous lisez les chapitres qui prennent comme exemple les territoires de recherche actuels des médiévistes, vous avez un très bon exemple dans ces deux livres-là. Maintenant, si vous voulez faire vite, il y a un ouvrage qui a été publié 2 ans plus tard, en 1984, du même auteur, qui est un peu un résumé, en tout cas pour la partie, ici ça ne couvre que le XIe et le XIIe siècle, je ne vous l'ai pas expliqué. Alors un ouvrage plus large, mais qui résume bien en tout cas la première partie, dans sa première partie, les 2 volumes que je viens de vous montrer, donc ça s'intitule « Paysans d'Occident, 11e, 14e siècle ». Excellent livre qui résume ce qui se trouve dans les 2 gros ouvrages qu'il y a là. Je dis comme petite synthèse accessible. Ça va? Bon, ces ouvrages-là, ceux que je vous ai montrés, sont beaucoup plus approfondis, mais celui-ci, ça se lit très vite, facilement, et ça reprend tout ce que j'ai pu vous expliquer, en tout cas pour le 11e, 13e siècle. Pour le 14e, 15e, on verra ça plus tard. Et alors, le dernier ouvrage paru sur la question, qui fait vraiment le point, et qui est une excellente synthèse sur tout ce que j'ai pu vous expliquer, qui a été publié en 2007, donc l'année passée, chez Armand Collin. Il a pour auteur Laurent Feller, qui est professeur d'histoire économique et sociale du Moyen-Âge à la Sorbonne pour l'instant, et qui porte pour titre « Paysans et seigneurs au Moyen-Âge, 8e, 15e siècle ». Donc ça, c'est l'ouvrage, je dirais, le plus récent, le plus complet. Il part de l'ensemble de l'Occident, donc aussi bien la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, et c'est vraiment la mise au point qu'il faudrait utiliser. Mais ceci dit, je vous ai montré également d'autres ouvrages, à défaut de pouvoir utiliser ou acheter celui-ci. Mais ça, c'est vraiment celui que je conseillerais, mais il est évidemment peut-être un petit peu plus cher. C'est 30 € quand même, par rapport à d'autres que vous allez pouvoir trouver chez des bouquinistes, certainement à un prix aux 2/3 du prix ou à moitié prix. J'ai dit.